Mesdames et messieurs, nous continuons 50 bonjour cette fois-ci avec notre invité du matin. Vous savez bien, la République démocratique du Congo a besoin de la paix, la paix, la paix, la paix sur toute l'étendue du territoire national, surtout dans l'Est où nous sévit une situation des groupes armés qui pullulent. Et nous avons vu les efforts du gouvernement depuis des années qui fournissent autant d'efforts sur le plan politique, militaire, diplomatique, même la société civile. Et là, nous avons aussi invité ce matin un expert en gouvernance sécuritaire. Il s'appelle Mick Kilumba, qui nous arrive de Bukavu. Mick Kilumba, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Vous êtes à Kinshasa depuis quelques jours et nous avons voulu avoir un peu avoir la tangente, la température, savoir qu'est-ce qui se passe sur terrain. Étant donné que vous êtes au quotidien, au contact, vous analysez, vous voyez ce qui se passe en tant qu'expert en gouvernance sécuritaire. Qu'est-ce qui se passe sur terrain, surtout avec la résurgence de groupes armés qui étaient à Nairobi, mais des retours, les tueries continuent. Et la population se pose des questions. À quand la fin de ces tueries? Que faire pour réellement ramener ces Congolais ou ces Congolais qui cohabitent avec l'ennemi à ne pas le faire? Vous avez la parole. Merci. Voilà. À l'Est, il y a un topo qu'on peut dire un peu ambivalent. Ça veut dire parfois vous faites 2 pas en avant et quelques jours après vous vous retrouvez avec 6 pas en arrière. Vous avez 54 groupes armés au Nord Kivu, 11 groupes armés en Ituri et plus de 110 groupes armés au Sud Kivu. Et au Nord Katanga, il y en a à peu près aussi 10. Ça, c'est les topos généraux. La récente étude faite par le groupe d'études sur le Congo à laquelle nous avons essayé d'analyser. Bon, ça part de gangs de certains villages, gangs de coupeurs de route, jusqu'aux groupes armés en proprement parler, avec des revendications politiques, identitaires, économiques et en alliance avec les pays voisins. Ça, il faut le dire. Vers l'Ituri et le Nord Kivu, il y a toute la question des ADF et des Codeco. Et ce n'est pas très loin des intérêts de l'Ouganda. Dans le Nord Kivu, vous avez les Nyatura, vous avez le M23, le fameux M23 qui revient en puissance et qui est même à la base de tout ce qui s'est fait à Nairobi et ce qui s'est fait depuis hier, je pense à Goma, avec les experts déjà qui sont là, des 3 délégations qui sont déjà là pour reparler de cette question. Et dans les hauts plateaux, moyens plateaux et même dans la plaine de la Ruzizi, vous avez les groupes armés qui mettent, bien entendu congolais, avec des connotations identitaires, la question de Banyamulenge, et voilà, en confrontation avec... il y a la question de Barundi dans la plaine, il y a les Bafuliru, il y a les Bavira, il y a les Banyindu, les Babembe. Mais au départ, c'est comme ça que se voit la question. Mais quand vous y allez de trop près, il y a le Red Tabara qui sont les rebelles burundais que le Burundi soupçonne d'être armé par le Rwanda. Donc ce sont des anciens dissidents qui ont fait le coup d'État raté à l'époque de Nkurunziza, qui sont repliés en RDC. Alors le Burundi
a fait entrer son armée au Congo. Côté Ouganda, l'armée est entrée. Mais côté rwandais, ça n'a pas été facile. Parce que lorsque on a voulu signer les accords entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise pour qu'ils entrent, l'opinion congolaise a dit non, non, pas le Rwanda. Il fallait chercher une formule. Hein. Bon, voilà, ils viendront comme des policiers qui sécurisent un peu les deux frontières. Vous avez suivi la tollée, ça n'a pas marché. Bon, ils viendront comme les gens qui viennent nous aider à reconstruire des maisons après les volcans, et puis on trouvera une formule. Ça n'a pas toujours marché. Bon, jusqu'à ceux qui disent on fait quoi? On prend le cheval de Troie, et le cheval de Troie du Rwanda, c'est le M23. Il entre, c'est à ce moment-là que la gouvernance congolaise se rend compte. Mais alors, que nous fait le Rwanda là? Nous étions tellement de bonne foi, on cherchait comment faire, voilà là où nous sommes. Alors, l'erreur, c'était de gérer cette question, donc lancer l'état de siège. Parce que lorsqu'on a lancé l'état de siège, quand c'était tout feu, tout flamme, les intérêts économiques du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi, ça a bougé. Et à ce moment-là, ils devaient négocier. Mais l'erreur que nous avions faite, on apprend par l'histoire, c'était de négocier cette question en bilatéral. Ça veut dire, on négocie les intérêts du Rwanda, ils donnent leur agenda sécuritaire, ils donnent leur agenda économique, on dit, ok, ça va, si c'est ça seulement, et vous vous arrêtez, c'est bon. Je vous assure, nous avons un président de la République qui est vraiment de bonne foi. Ça, je peux garantir. Mais je peux fustiger que il faut une diplomatie proactive, ça veut dire une technicité diplomatique de haut niveau pour être à même de juguler avec le pays voisin, parce que chez eux, c'est vital pour eux. Et nous faisons ça comme quelque chose de second niveau. On a d'autres priorités. Et puis, bon, voilà. Et du coup, gérer cette question en bilatéral nous a mis dans une position où le Rwanda a ses revendications sécuritaires et politiques et économiques. On dit on va faire ça et ça et ça. Et le Burundi également, l'Ouganda également. Et puis après, il s'est avéré que l'Ouganda et le Rwanda ont des problèmes diplomatiques et des problèmes sécuritaires. Je pense que la frontière entre le Rwanda et le Burundi vient, et l'Ouganda vient juste à peine de s'ouvrir. Et c'est pas, le flux n'est pas assez. Mais la frontière entre le Rwanda et le Burundi est quasiment fermée et il n'y a pas même de relations diplomatiques au moment actuel. Alors, je vous comprends. Voilà. Je vais, en vous attendre parler, c'est-à-dire que tout responsable congolais, pas seulement le président Félix Tshisekedi, même après le président Félix Tshisekedi, le président qui arriverait à la tête du pays et les autorités qui arriveront devront savoir ou chercher la stratégie de composer avec les pays frontaliers, surtout de l'Est, pour ne pas subir l'insécurité à l'Est, pour ne pas subir les attaques des chevals de Troie, comme vous l'avez démontré. Donc, il faut une politique d'ouverture. Oui, nous avons des richesses, mais ces richesses peuvent aussi profiter à d'autres pays. Nous pouvons mettre en place des structures qui peuvent permettre à d'autres pays de pouvoir être en connexion directe avec la RDC et que ça soit une richesse qui va bénéficier au peuple de la région et ainsi la RDC pourra connaître la paix. Si la RDC se dit c'est ma richesse, ça m'appartient, eh bien ferme ses frontières pour fonctionner en autarcie, ça risquerait toujours d'avoir de l'incident sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. À vous attendre parler, c'est ça l'analyse.
quand vous allez à la CIRGL, vous allez voir, quand le pays de la CIRGL parle, nous avons des potentialités, nous avons des richesses, nous avons de l'or, nous avons des diamants, nous avons. Vous irez vous rendre compte après, Crispin, chers téléspectateurs, que ces richesses dont tous les pays de la CIRGL se targuent se trouvent en RDC. Quand vous allez à la CEPGL, ils disent nous sommes une communauté économique très riche avec beaucoup de potentialités. Toutes ces potentialités se trouvent en RDC. Quand vous arrivez à l'Est, il y a des histoires extraordinaires. Hein. Il y a un filon d'or qui peut commencer dans la forêt loin, et quand ça arrive à la frontière, c'est fini. Vous allez de l'autre côté de la Ruzizi ou du lac Kivu, il n'y a plus rien. Alors le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, jusque même au Kenya, ils savent que c'est avec les richesses de la RDC qui devront exister. Mais moi, je ne suis pas pour ce défaitisme. En disant, bon, on s'ouvre, si on s'ouvre, ça sera fini. C'est aussi simpliste que ça. C'est trop simple aussi. On s'ouvre, mais on se sécurise. Comme ça, ça nous permet de négocier en position de force. Mais si on s'ouvre avec les déficits de notre système sécuritaire actuel, on négociera toujours en position de faiblesse et les revendications des autres iront crescendo, en augmentant, et à un certain moment, on ne saura plus tenir, on ne sera pas capable de les aider, et s'ils sont forts, ils s'imposeront toujours sur nous. Alors, il faut d'une part une politique d'ouverture, mais une politique interne d'intégration économique et sécuritaire à l'interne, de telle manière que le Congo ait le leadership par rapport à tous ces pays. Et tous ces pays, je vous assure, si vous allez dans tous ces pays, vous avez suivi les discours de Uhuru Kenyatta. Si vous circulez dans tous ces pays, ils disent « Nous comptons sur votre leadership ». Vous imaginez si, lorsqu'on avait lancé l'état de siège, quand tous les Kagame, le président ougandais, burundais, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, était à l'Est à l'époque. Il a fait un tour à l'Est et vous avez vu l'engouement des pays voisins pour venir le voir. Il aurait suffi qu'à cette époque-là, on monte un mécanisme d'un leadership qui exigerait d'abord ces pays à être en cohésion entre eux-mêmes et venir maintenant dans un ensemble régional qui nous permette de parler économie exclusivement, parce qu'il ne faut pas vous leurrer, la question de sécurité de l'Ouganda qui se jouerait en RDC, c'est un faux fouillant. La sécurité du Rwanda ou du Burundi qui se jouerait en RDC, c'est un faux fouillant. La preuve, c'est que l'Ouganda rentre des gens dans 2 semaines, selon le tweet du chef d'état-major de l'armée terrestre ougandais, le fils à Museveni. Bon, est-ce que le problème d'ADF est terminé? Le Rwanda a fait combien d'années officiellement en RDC? Combien d'opérations n'avons-nous pas organisées avec le Rwanda pour juguler enfin cette question des Interahamwe et des FDLR? Le Rwanda, nous avons même eu des chefs d'état-major rwandais en RDC avec comme raison que si ils sont là, ils vont tout juguler, mais ce n'est pas fini. Le problème, il est exclusivement économique. La survie économique de ces pays ne dépend. Il y a des comptoirs d'achat d'or congolais qui se trouvent à Gisenyi, qui se trouvent à Tchangougou. Les raffineries de tous nos minéraux se trouvent
au Rwanda, au Burundi et en Ouganda. Il faut parler de ces questions sans complexe. Mais du moment que le coffre-fort n'est pas bien protégé, le code du coffre-fort est connu par tous, tout le monde sait, mais ça fait très désordre. Les mots de passe de notre sécurité, il est connu de tous. Tout le monde sait comment faire pour accéder aux richesses, pour accéder à la RDC. Comment on fait pour qu'un pays, 2 485 000 kilomètres et tout ça, vous n'ayez que 180 000 militaires encore sur cette question des effectifs. Si vous y entrez là-dedans, vous risquez de piquer un AVC. Comment on fait pour gérer ces grands pays avec 120 000 policiers seulement? Comment on fait? La doctrine sécuritaire n'est pas à la hauteur des enjeux. On a dit au président de la République que c'était une question de moyens. Et après, le président de la République, il dit, mais mes chers frères, mais les moyens que vous avez demandés, je vous en avais donné. Et même plus que vous en avez demandé. Mais pourquoi il n'y a pas de résultats? Vous savez, cher Crispin, chers téléspectateurs, la question de sécurité, c'est comme le football, un match de football. Ça se joue d'abord sur les effectifs. Question de la défense. Pour que le Russe parvienne à gagner la bataille de Saint-Pétersbourg jusqu'à prendre Berlin à Hitler, ils ont dû sacrifier 2 millions de Russes. Je dis bien 2 millions de militaires. Quand on planifiait le débarquement de Normandie, les experts à l'époque ont prévu que sur les plages vont mourir entre 160 et 250 000 militaires. Et effectivement, les ratios de pertes est presque à ce niveau-là. Bon, faites un match appelé Paris Saint-Germain où il n'y a que Kylian Mbappé et les gardiens. C'est un grand joueur, non? Et vous prenez Bazano avec 11 joueurs. Comment Paris Saint-Germain peut gagner ces matchs? La sécurité, c'est une question d'effectif. Nous avons un maillage par alternance. C'est un terme technique, mais ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Vous permettez que je parle un peu de Lingala? Ah, il n'y a pas de problème, allez-y. Et indi na mulenge kuna. Tozui mampinga na biso tomemi na mulenge. Nano esilité parce qu'ils savent que nos effectifs, nous faisons ces maillages-là. Ba indi si lisusu na beni. Tozui wana zaki wana tomemi na beni. Et après, ils nous embrouillent avec cette question des groupes armés. Et si on reste seulement dans ce format, chers experts militaires aux côtés de nos dirigeants politiques, dites que ce pays ne peut être sécurisé par un homme, en levant une armée avec de forts effectifs. D'abord, équipés, formés, respectant les droits humains, bien payés, bien encadrés. Faisons d'abord ça. Et puis, en faisant cela, ça ne nous empêche pas de négocier avec nos voisins. Rentrons dans la donne groupe armé, parce qu'on en parle trop. Il y a le programme DDCRCS. Nous sommes un groupe de lobbyistes, un think tank qui réfléchissons. On n'a pas encore publié, mais nous disons, voilà, vous avez des villages, vous avez des collectivités, vous avez des groupements dont les chefs sont sécurisés par les groupes armés. C'est eux qui font la justice, c'est eux qui bénissent les mariages, c'est eux qui administrent
Je vous donne l'exemple. Dans la province du Sud Kivu, seule l'île d'Idjou, c'est dans seule l'île d'Idjou qu'il n'y a pas de groupes armés. Tous les autres... Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Il n'y a pas trop d'enjeux économiques. C'est à peine qu'on vient d'y découvrir aussi le coltan. On vient d'y découvrir le coltan, donc je commence à m'imaginer... L'île d'Idjou, c'est en face du Rwanda. Ah, mais il n'y a pas d'enjeu économique. Et puis ça sert un peu de zone tampon. Tu sais qu'entre les puissances, il y a toujours un tampon. Hein? C'est un peu les dossiers Ukraine. Hein? Il y a un tampon qu'on ne dérange pas pour l'équilibre des forces. Mais l'île d'Idjou ne représente aucun enjeu économique. Ah, voilà. Et il y a des groupes armés avec le programme de DRCS qui veulent sortir. Mais qui disent, voilà, c'est nous qui protégeons tout le monde ici. Bon, envoyez les FARDC, nous sortons. Qui pense à ça? Vous dites, vous allez démobiliser, c'est bon, ils vont quitter. Mais je vous dis qu'il y a des entités entières qui feraient... dans d'autres continents, ce sont des pays, ces entités-là. Et ça, c'est le fruit des études par rapport à notre maillage, à nos effectifs. Malheureusement, toutes ces études, personne ne veut les exploiter, ils sont disponibles. Que nous publions. Voilà un peu le problème qui est à l'Est. Alors, doit-on aujourd'hui considérer qu'il faut mener autrement la politique, parce que vous avez démontré qu'il faut une diplomatie? Oui, il faut mener la stratégie sur le plan économique, mais n'est pas seulement aborder l'aspect économique, mais c'est renforcer sur le plan sécuritaire. Alors, l'ouverture économique vers le pays voisin, les renforcements sécuritaires, vous l'avez dit, le chef de l'État se plaint pour dire j'ai mis autant de moyens, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce n'est pas de... Nous ne sommes pas victimes du manque de sérieux des hommes congolais qui choisissent de servir le pays sous les drapeaux? Parce que les politiques mettent la stratégie sur place, met les moyens, met l'applicabilité sur le terrain. Nous avons vu un général s'élever. Il n'était même pas général, colonel Mamadou. Mamadou qui s'était démontré déterminé et il a fait ce qu'il a fait, remporter, mettre en déroute les M23 qui surgissent aujourd'hui. Alors, doit-on dire que nous avons beaucoup d'affairistes dans notre armée? Parce que jusqu'à faire parler un chef d'État qui se plaint de ce que autant de moyens déversés, mais les résultats tardent à venir. Vous savez, s'il y a quelque chose que j'apprécie chez notre président de la République actuelle, son Excellence Antoine Félix Tshilombo, là où il est, s'il me suit ou si ses services me suivent, il est tellement sincère qu'il dit au-delà de ce qu'un chef de l'État devrait dire, pour nous donner des signaux et des mots de passe. Vous savez, un chef d'État, nos chefs d'État ont tellement d'obligations internationales, et c'est à ce niveau que je suis en train d'aller. Vous ne pouvez pas lever au centre de l'Afrique, en RDC, une armée de 2 millions de soldats si vous n'avez pas négocié votre doctrine avec les puissances. Et pour négocier les doctrines sécuritaires et économiques avec les puissances, il faut lever un leadership. Malheureusement, en RDC, nous sommes dans un cycle depuis 1960 d'alternance sans alternative. Bon, ok, Lumumba est mauvais, Mobutu vient, ok, Mobutu est mauvais, ok, Kabila vient, Kabila est mauvais, oui, son fils est mauvais, c'est Fati.
Ce sont des alternances sans alternative. Un cycle. On ne parvient pas à lever un leader parce que pour être capable de négocier avec la mastodonte de la machine internationale des intérêts et de la sécurité, il faut un gars qui, quand il va parler, c'est pourquoi on reproche, regardez les pays stables en Afrique, on finit par reprocher leur président d'être un peu dictateur. Regarde un peu en Afrique, là où il y a la démocratie, soi-disant démocratie, il y a seulement un regroupement politique et l'alternance se fait là-dedans. Parce que c'est dans un groupe où ils se font des alternatives. Comment tu fais pour être président en Afrique d'ici si tu ne viens pas de l'ANC? Tu vas pleurer. Comment tu fais pour être président en Tanzanie sans venir de Chama Chama Pinduzi? Est-ce que nous réfléchissons à ces choses-là? Alors qu'on dit que ce sont des pays démocratiques. Donc, il faut lever un leadership en RDC. Et c'est pendant les périodes électorales comme ça que nous rentrons encore en arrière. On fait des débats. On ne parvient pas à faire des consensus sur certains de nos compatriotes qui connaissent un peu le rouage international. Vous savez, l'argent pour exploiter les Congo, les capitaux, malheureusement, il se trouve entre l'Ouganda, la Tanzanie, donc l'Afrique du Sud, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi et le Kenya. C'est eux qui ont les capitaux, les businessmen, les multinationaux. L'argent se trouve chez eux. Alors, nous avons un autre défaut, nous ne sommes pas sérieux en affaires. Les Congolais sérieux dans le monde du business sont peu nombreux, qui sont capables le business est un monde de confiance. Vous savez, cher Crispin, beaucoup de tueries à Goma, ça je vais le dire aujourd'hui, et beaucoup de gens qui sont sur terrain vont le savoir. Beaucoup de tueries, de massacres, de tueries. Vous voyez, quelqu'un à Goma, il était en train de marcher, on l'a zigouillé à 10 h, à 11 h, en pleine journée, n'est-ce pas? C'est dit à quoi? Non. Beaucoup de gens ont pris l'argent de businessmen, de ces capitaux-là qui sont dans la région. Quand ils arrivent dans le pays, c'est la coule douce, ils ne veulent pas rembourser. Il y a tout un réseau de criminalité transrégionale qui est chargé de régler ses comptes. C'est tout ça. C'est tout ça qu'il faut comprendre quand on parle de la sécurité de la RDC. Il ne faut pas rester seulement dans les dimensions classiques qu'on a appris de la sécurité. Et nous venons de faire plus de 7 mois à l'Est pour ne faire que comprendre cela. Alors, pensez-vous que la RDC a pris une décision, une bonne décision, qui est de construire, d'accepter la construction de cette route qui va aller de Kassindi jusqu'en Ouganda? C'est une bonne décision, c'est une compensation économique, mais c'est ponctuel, ce n'est pas structurel. Moi, j'avais proposé que d'abord, la CIRGL reste une sorte de cadre de concertation. Il ne faut pas trop donner beaucoup d'importance à la CIRGL. Pourquoi? Parce qu'en montant la CIRGL, on n'en a pas fait une communauté économique régionale. Je pense que ceux qui ont fait les relations internationales et ceux qui sont dans ces choses, ils me comprennent. La CIRGL, ce n'est pas une serre. Ça veut dire les problèmes d'État se résolvent avec l'économie. Tenez, je vous donne un exemple. Il y a la Norvège et peut-être la Lituanie qui veulent entrer dans l'OTAN, n'est-ce pas? Et quoi? Recep Tayyip Erdogan, il s'est dit non, je n'aime pas que ces gens entrent là-dedans.
Et les Occidentaux lui disent, bon, vous aviez quelques sanctions économiques, on va les lever. Est-ce qu'avec ça, ah, oui, avec ça, oui, je laisse. Alors que l'argument qu'il donnait, c'était sécuritaire. Il disait que la Norvège, la Finlande, je ne sais pas, le deuxième pays, il regorge le PKK, qui sont ses rebelles à lui. Mais quand on lui a dit, tes sanctions économiques vont tomber directement, il s'est calmé. Alors, les défauts de la CIRGL, c'est qu'on ne peut pas y régler les deals économiques. Ce n'est pas une communauté économique. Alors, la deuxième alternative que nous venons de prendre, c'est la Eastern African Community. Bon, c'est bon, mais dans cette affaire-là, on n'a pas de leadership. On vient à peine d'entrer dans l'association. Vous êtes nouveau, bayambi oza mondimi simple, nakati église, bauti oyambayo katikoyo. Alors, tous ces pays-là considèrent le Congo comme le marché parce que nous, on produit à l'Est absolument rien. Et ils nous estiment, vous avez suivi les discours du vice-président kenyan qui parlait que nous n'avons rien. On attend seulement que le Congo entre dans l'Eastern African Community, leurs vaches auront des débouchés, tout ce qu'ils font auront des débouchés, parce qu'ils nous considèrent comme un marché. Moi, l'alternative que je suis en train de proposer, c'est ressusciter la CEPGL. Pourquoi? Pourquoi ressusciter la CEPGL? Voilà. Nous avons l'avantage du leadership au sein de la CEPGL. Qu'est-ce qui va changer en termes de leadership qu'on ne peut pas exercer dans la communauté est-africaine? Je vous l'ai dit. Le dernier sommet de chefs d'État de la CEPGL a eu lieu en 1993. Et la présidente tournante depuis, c'est en fait après chaque sommet qu'on renouvelle le leadership. Mais là, depuis que on a fait ces sommets-là. Donc, il n'y a que la RDC qui peut convoquer le sommet des chefs d'État de la CEPGL actuellement. Ça, c'est de 1. De 2, il y a une lettre de demande d'adhésion de l'Ouganda qui est sur la table et qui n'attend que le sommet des chefs d'État. 3. Les grands ensembles économiques partent de noyaux et par effet d'entraînement, les autres entrent et ça devient grand. Même l'Union africaine pourrait se construire autour de la CEPGL, pas de la vraie Union africaine. Cette union qui part des intérêts d'État, pas la grande ONG financée par, si vous arrivez au siège de l'Union africaine, c'est Oxfam qui a ici, c'est tel partenaire pour être financé. Non, c'est pas ça, je parle de ça. Alors, qu'est-ce que moi je proposais, que je propose, et je reste constant? 1. Que la RDC investisse dans les usines de raffinerie de tous nos minéraux se trouvant dans la région. Commençons par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. En y mettant 50% d'action. Nous avons cet argent. Parce qu'une usine de raffinerie... Mettre l'argent dans les usines de raffinerie, se trouvant dans les pays voisins et donner du travail aux ressortissants de ces pays voisins. Pourquoi ne pas le faire chez nous? Ne pas le faire chez nous, nous allons priver. La RDC doit être une terre d'opportunité. Nous allons priver ces pays-là et certains multinationales, leurs sources de revenus, ça créera la guerre. Moi, ici, c'est de la sagesse politique. C'est au-delà vraiment de l'intelligence politique. Nous y investissons. Vous savez, l'ancienne CEPGL, la RDC investissait à 75%. Et donc le Zaïre, Mobutu, et dans les revenus, nous n'avions que 25%. Les gens n'y comprenaient pas. Et c'est maintenant que je commence à comprendre ce qu'ils faisaient. Parce que ma proposition va un peu dans ce sens-là. Nous investissons 50% au sein des usines de raffinerie de nos minéraux. Encore que nous avons une loi, un code minier très favorisant.
déjà au niveau des royalties, au niveau fiscal, nous avons déjà beaucoup de revenus. Si nous canalisons bien, si nous appliquons notre actuel code minier, nous pouvons gagner beaucoup d'argent déjà ici chez nous. Alors, dans les royalties et les profits, ne prenons pas 50%. Prenons seulement 25%, ça nous suffit. 20 à 25%. Les 10%, le 20% autres, on l'amène à la CRPGL. Pour les projets intégrateurs. Et le reste, 60%, le pays, le Rwanda, le Burundi, il gère ça comme il veut. Avec nos investissements. Encore que nos minéraux que nous faisons, nous vendons sur le marché international, nous les vendons en brut. Ah, faisons cela, Solidaire va se mettre sur son dos toute l'opinion nationale qui va s'élever contre, qui verrait, vous connaissez le Congolais, Tekimboka. Non, malheureusement, façon à côté Kamboka, c'est manquer de l'intelligence suprême. Est-ce que vous savez, je peux vous dire, pour négocier la sécurité, il faut de grandes concessions. Savez-vous que la Corée du Nord, la Corée du Sud n'a pas d'armée? La sécurité d'État, la défense de la Corée du Nord, de la Corée du Sud est assurée par des djihadistes qui sont là depuis plus de 70 ans. Près de 70 ans. Savez-vous que le Japon n'a pas d'armée? Et que ce sont les États-Unis aussi qui protègent le Japon. Donc, nous devons savoir que nous sommes au centre des grands enjeux et que we have to think big. Il ne faut pas avoir des réflexions terre à terre. Il faut vraiment avoir des réflexions tellement profondes pour les générations futures. Alors, ça se dit faire la part belle aux pays limitrophes, aux pays frontaliers, pour qu'à leur tour, ils nous sécurisent, c'est ça? Ce n'est pas qu'ils nous sécurisent, qu'ils se sentent en paix avec nous. Nous sécuriser, c'est nous-mêmes. Apparemment, vous êtes dans la logique de Sarkozy qui avait tenu un discours à l'Assemblée nationale à l'époque qui disait que le Congo doit savoir partager ses richesses avec les pays voisins. Je lui ajoute, le Congo doit être capable de monter sa sécurité et être une terre d'opportunité pour ses fils, ses filles, et pour toute l'Afrique et peut-être pour l'humanité. C'est ça la grande vision sécuritaire qu'il faut avoir. Si on n'est pas dans Mais la grande vision sécuritaire, mais aussi avec les hommes qu'il faut. Avec les hommes qui ont les soucis de sécuriser la nation congolaise. Mais si nous continuons avec ces généraux qui sont affairistes, qui connaissent déjà l'enjeu économique dont vous parlez, qui s'investissent dans le minerai, qui s'investissent dans les groupes armés pour maintenir l'insécurité à l'Est et tirer le profit, les dividendes. Oui. Alors, il faudra donc des stratégies qu'on puisse changer, qu'il y ait rotation des hommes, des troupes à l'Est du pays. Moi, j'ai dirais, mais après 3 ans, changer et avoir un leadership qui négocie notre sécurité à l'international et nous permet d'élever une grande armée au centre de l'Afrique. C'est ça. Ces vieux généraux ne sont que dans un système où eux, bon, pour ceux dont cela s'avère, ils doivent être punissables, ils doivent être changés. Mais même si vous changez, ceux qui rentrent là-bas, j'avais tweeté... Ils entrent dans les systèmes. Ils entrent dans ce même système. Quand on a lancé l'état de siège, j'ai tweeté, j'ai dit ceci. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Parce qu'en fait, dans la doctrine de guerre, vous ne pouvez pas gagner une guerre que vous n'avez jamais déclarée. C'est pourquoi on parle de la déclaration de la guerre. Or, pendant toutes ces années, on n'avait jamais déclaré la guerre. Déclarer l'état de siège, c'était déclarer la guerre. C'était une très bonne chose sur le plan doctrinal. Mais je disais, pourvu que l'affairisme ne suit pas. C'est le danger qui nous guettait. Et c'est le danger qui nous a rattrapés. Et donc, c'est pourquoi moi, j'ai réfléchi au-delà de ça. Changez ces généraux, mettez-en d'autres. Ils rentreront dans
dans la même assiette. Il faut changer, il faut aller au-delà de ça. Il faut lever un leadership en RDC susceptible de négocier des intérêts au sommet de la gouvernance mondiale pour que nous puissions lever une armée d'au moins 2 millions de militaires bien formés, bien capacités, bien payés. Et puis après, soyons en paix avec nos voisins. Donnez-leur un peu quelque chose pour vivre et on sera en paix. Voilà, c'est bien dit. Merci beaucoup, Mick. Mick, expert en gouvernance sécuritaire que nous avons reçu ce matin. Mesdames et messieurs, il nous a donné beaucoup d'informations, beaucoup d'analyses en termes de gestion de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Mick Kilumba, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Christophe. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ces programmes. Et vous qui avez suivi, vous avez compris la quintessence, eh bien, nous avons tous un rôle à jouer dans les développements, le maintien, la sécurité de la paix en RDC. C'est notre pays, oui, nous sommes africains, mais nous devons réfléchir au-delà pour nous maintenir au niveau d'une grande puissance sous-régionale. Nous sommes un grand pays. Nous avons eu à nous déplacer dans d'autres pays. Le Congo est très considéré. Oui, vous êtes général. Vous êtes colonel, vous êtes major, vous êtes capitaine, vous êtes soldat des rangs. Sachez que vous avez une grande responsabilité qui est de protéger la République démocratique du Congo. Faire le pacte avec les groupes armés, c'en est de trop. Ces enfants qui meurent, demain nous risquons de perdre des terres et voir nos terres être occupées par d'autres nations qui viendront en occupant. Merci d'avoir compris ce message et jouer un rôle prépondérant pour être le vrai leader qui devront protéger la République démocratique du Congo. Merci encore une fois de plus à Mick Kilumba qui nous a apporté beaucoup d'informations. Et quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve demain matin. Restez en compagnie de mon épaule et mon élix, Wazir Moukou, voilà, qui sera là pour la présentation de la Minute Info en langue swahili. Au revoir, à la prochaine.